Et l'on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouvel épisode, 4e déjà épisode. Je suis là incognito. Ah, d'accord, mais je vais quand même donner votre nom. Jean-Louis Montagu, bonjour. Monsieur Gadot, hein. Oui, c'est moi. Alors, toujours des questions indiscrètes. Alors, des questions indiscrètes, et surtout, on parlait lors de la fin de l'émission précédente du rôle des partis, de la politique dans la vie locale, même dans les petites communes. Il y a un rôle important aussi, parce qu'il y a des réunions, il y a des choses. Pas vraiment. Enfin, il y en a pour le maire, parce que souvent il se sert de la mairie, du poste, pour essayer de bondir vers la région. Le département, peut-être d'abord. Le département, la région et la députation. Enfin, notre maire, nous, avait tenté la région, mais il était trop bas dans la liste et il n'est pas passé. En plus, il avait changé de parti. C'était devenu macroniste, ce qui n'était pas. Enfin, il a tenté, il n'a jamais été vraiment. Donc, ça, voilà. Alors que le maire actuel est au conseil régional. Oui, il y en a. Il y en a qui y arrivent. La preuve, il y est arrivé. La preuve. Alors, je vous ai déjà parlé, c'est juste un bref rappel, les réunions d'adjoints et les réunions de majorité. Alors, les réunions d'adjoints, souvent les plus fréquentées, mais qu'elles restaient confidentielles. C'est là que j'avais distingué la caste des brahmanes qui se réunissaient entre eux, un peu comme en Iran actuellement. C'est les réunions d'adjoints, donc ce sont les adjoints qui se réunissent. Oui, mais après il y avait des réunions de majorité qui servaient juste à dire ce qu'on avait dit aux adjoints, et sans beaucoup d'explications. Il y avait un obstacle majeur, c'était l'utilisation de sigles et de logos qui n'étaient jamais expliqués, et ce qui fait que les gens donnaient leur accord sans jamais comprendre vraiment de quoi on parlait. Et il y en a de plus en plus de sigles et de logos. Enfin, c'est ainsi qu'on concevait la consultation, selon le principe du « qui ne dit rien consent ». Alors, comme les gens assistaient passivement, on considérait que c'était une unanimité, ce que j'appelais l'unanimité factice. Voilà. C'est votre terme. Puis alors, il y a les démissions à gérer, parce que dès le début, nous, il y a eu, sur les 8 adjoints, dès le début, il y a eu 2 démissions. Dès le début, parce que ambition ou problème. Donc le maire a été obligé de faire appel aux exclus de fin de liste. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est important qu'il soit là aussi, la preuve, bien sûr. Les démissions, et puis donc ça tourne, bien sûr. On prend ceux qui sont au fond de la liste. Voilà, bon, après. Et on parlait d'argent tout à l'heure, dans l'émission précédente. Ah, ça ne nous quitte pas, vous. Oui, j'aime beaucoup. C'est une obsession, parce que c'est le budget. Parce qu'au moment où on enregistre cette émission, il y a les budgets qui sont votés dans les communes. Et ensuite, il y a les grandes orientations budgétaires. Au début, ça c'est trop général. Puis il y a le budget de la commune. Alors, théoriquement visé par la commission des finances, mais surtout, on nous donne tous les ans un document comptable détaillé de 150 pages de chiffres, 1 kilo le document, je les ai toujours, impossible à déchiffrer, donc impossible de donner un avis, ce qui est sans doute le but recherché. Voilà. Pour avoir une idée de l'état de nos finances, en fait, comme je vous l'avais dit au tout début, il suffit de consulter les notes de l'Argus des communes. Quand la note passe de 10 sur 20 à 2 sur 20, c'est pas la peine d'aller fouiller dans les chiffres, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà. Et sans parler du camouflage du soi-disant désendettement, lorsque notre maire, à l'époque, avait transféré des frais au syndicat des eaux, alors qu'en fait, c'était pas là. C'est toujours la même poche qui paye, on se payait. Forcément, il y a toujours. Mais il prétendait qu'il avait la base qui paye. Désendetté la mairie, mais passons. Ce sont des illusions, c'est ça. Il y a aussi ce phénomène bizarre c'est la dissolution d'anciennes associations pour transférer à d'autres. Ça, on a connu, comité des fêtes, ce sont essentiellement le comité du festin, là, des associations de membres de familles amies dont on utilise la structure simplement pour masquer les comptes. C'est une privatisation de certains comptes qui étaient autrefois dans ceux du centre culturel, que j'ai bien connu puisque j'étais administrateur, et donc on avait la transparence. Mais là, chaque fois, tous les ans, qu'il va falloir faire un bilan du petit souk, de différentes manifestations, il fallait attendre l'Assemblée Générale, c'était le prétexte, et on n'a pas encore les comptes, et on découvrait une année après qu'ils étaient déficitaires. Voilà. Donc c'est un camouflage
qui a été tenté, et j'estime que c'est un échec patent. Vous pensez qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas? Non, je pense que ça a dû changer de main, mais on a retrouvé d'anciennes. Non, je pense que les méthodes ont changé. Que le centre culturel a repris le contrôle. Ça, c'est un minimum de transparence. Mais tout ce qui dépend d'associations est quand même plus ou moins obscur, quoi. Parce que voilà. Alors on parle du conseil, mais il y a quand même, ne l'oublions pas, d'autres instances, parce que quand le citoyen vote pour des élus, automatiquement, il vote aussi pour ses représentants à la communauté de communes, le pays Périgord vert, etc. Oui, il y a des conseillers municipaux qui siègent dans d'autres instances. Hein. Alors, il y a effectivement la communauté de communes. Alors, je rappelle qu'elle a 62 membres, dont une douzaine de vice-présidents indemnisés. Et ça permet aussi des cumuls d'indemnités, hein, tout ça. Et les Ribéracois avaient 9 sièges, et je crois qu'ils les ont toujours, soit 15% des membres. Alors bon, ils représentent 20% de la population quand même. Mais pendant 6 ans, les 6 ans où j'étais, malgré qu'ils se soient disputés pour ces postes, ils ont pratiqué la chaise vide. Alors ça aussi, c'est une perte de pouvoir et de compétences, ce qui fait qu'on a abouti à faire voter par les petites communes des frais que supportent les Ribéracois. C'est ce qu'on appelait les charges de centralité. Et finalement, les grands gagnants là-dedans sont les petites communes. Alors je pense au président en particulier, que tout le monde connaît, qui est maire d'une toute petite commune avec un budget de 200 000 euros, avec je ne sais plus combien, 200 habitants, et qui doit gérer, est à la tête d'un budget de 15 millions. Hein. La mairie, c'est 5 millions d'euros ici, et la communauté de communes, c'est 15 millions d'euros. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Donc Ribérac, capitale du Périgord vert, officiellement, par sa population, devrait occuper naturellement la présidence, et on doit souhaiter que les 9 conseillers soient présents, au moins pour les votes, et ne se fassent pas rouler dans la farine. Voilà, en particulier, un point particulier, c'est le plus IE. Le plan local d'urbanisme, je ne sais plus, intercommunautaire et environnemental, je crois que ça s'appelle. Alors là, il était jugé tellement cohérent, entre guillemets, qu'ils ont décidé de mettre un SCOT, c'est-à-dire un schéma de cohésion territoriale. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne devait pas être cohérent, puisqu'on a créé, quand on a un problème, on crée une commission. Ils ont créé une commission qui veille à la cohérence. Et alors, c'est tous les 6 ans. On consulte plus ou moins les gens. Et là, je fais dans mon diaporama, là, j'explique ce qui s'est passé. Pendant 6 ans, ils avaient prévu une augmentation de la population de je ne sais plus combien, 500 habitants en 6 ans. Bon, c'est pas aberrant, mais sauf qu'il y en a eu 50. Donc ils avaient prévu des plans de construction, et qu'ils ont réalisé en partie. Ça fait que le marché immobilier s'est effondré. Eh bien, que croyez-vous qu'ils font dans le nouveau, l'actuel ? Ils ont fait la même chose, avec le même cabinet. Ils ont repris les mêmes erreurs, parce qu'il faut toujours afficher la croissance de la population tout ça. Et résultat, on va continuer à subir les conséquences d'une décision qu'on aurait pu ne pas prendre. Voilà. D'accord, bon. C'est bien tout ça. Ce sont ces fameuses autres instances. Oui. Le pays Périgord vert, oui, vous ne l'avez pas dit. C'est une association, qui a été créée par Monsieur Cazot, je crois, parce qu'il y avait le pays Périgord noir, le pays Périgord blanc et le pays Périgord pourpre, qui existent et qui sont connus mondialement. J'ai regardé dans les sites, mais alors le reste, on a mis un pays Périgord vert qui va de Hautefort, Nontron, jusqu'à Ribérac, bien sûr. Voilà. Et il coûte 400 000 euros par an. Mais il y avait aussi un schéma de développement là-dedans. Et moi j'ai pratiqué ce genre de sport, le développement régional dans les PECO, pour les aider à intégrer l'Europe. Et je peux vous dire qu'ici, on est très loin de tout ça. En particulier, ils devraient mettre public les appels d'offres européens ou les appels d'offres de la région. Et ils ne font aucune publicité, quoi. Il faut aller voir sur le site et encore. Et je pense que c'est une lacune dans chaque commune. Il devrait y avoir un délégué qui fait la chasse aux possibilités de subvention pour les mairies, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense au centre-ville et tout ça. Mais il n'y a personne qui est spécialisé. C'est un métier, moi je l'ai pratiqué, et il faut savoir monter des dossiers. Alors c'est
pays Périgord vert qui prétend avoir la compétence, mais qui en fait ne fait aucune publicité, alors qu'il faut... Moi, dans les pays de l'Est, on expliquait à tout le monde, on donnait des exemples. Moi, j'ai essayé d'avoir des exemples de subventionnement, et il y en a eu 2 que j'ai découverts en Nouvelle-Aquitaine, une salle de découpe d'abattoir dans les Landes, et une maison médicale qui était subventionnée par l'Europe, alors que nous, on nous les fait payer à nous, ou au privé parfois. Alors vous parlez de l'abattoir, c'est un échec ça, l'abattoir. Comment ? Vous parlez de l'abattoir, donc cet abattoir de Ribérac. Ah ben j'en parlerai un peu plus. Ah ben si, j'y arrive presque. Mais attendez, je voulais juste vous signaler, quand on est une association, qu'on sollicite une subvention et qu'on l'obtient, il faut le mentionner dans les actions, dans le logo. Hein. Bien sûr, ça me paraît logique. Il oublie, dans lequel la mairie de Ribérac finance des choses, mais aller chercher la source des financements. Une association, c'est un organisme qui doit vivre par des adhérents qui cotisent. Et s'ils ont un projet qui dépasse, ou que leur demande la mairie, mais qui dépasse leur budget, eh bien, ils peuvent faire appel à des subventions. Mais à ce moment-là, ça s'appelle une délégation de service public. Parce que leur mission dépasse le simple intérêt des adhérents. Voilà. Mais ça, les gens l'oublient, considèrent ça comme un dû. Oui, c'est ça. Et tous les ans, ils remettent ça. C'est ça. Alors oui, vous soulevez un petit problème. Un lièvre, c'est ça, pour parler de l'abattoir. Il s'agit de quelques dossiers auxquels j'ai assisté et qui pèsent encore un petit peu. L'abattoir de Ribérac est un abattoir de taille moyenne, 2 ou 3, 4 000 tonnes maximum, qui, à mon avis, moi j'avais l'avis d'un consultant européen sur les filières bovines, avait de l'avenir et avait toute sa raison d'exister. Malheureusement, les apporteurs de bestiaux faisaient tout pour faire baisser les prix, pour que la mairie subventionne. Donc ils faisaient tout pour mettre le contribuable à faire payer ce service public, parce qu'il s'agit d'un service public. L'idée de la CEMOP, c'est un peu bizarre, c'était la première, soi-disant, qui ferait jurisprudence, c'était d'associer les importeurs ou les privés ou les exploitants à la gestion. Alors, trouver des privés qui veulent s'associer à une gestion déficitaire, il y a eu 2 appels d'offres et aucun candidat. Il a fallu les menacer. Alors j'ai appris plus tard que le consultant avait menacé de fermeture. Donc ils sont venus à ce moment-là, à la surprise générale. Et quand ils ont compris que il fallait participer à une dette, vous comprenez que le premier, le plus gros, Arcadie, est parti et il a tout fait s'écrouler parce que, à la limite, et ils ont tout perdu parce qu'ils ont investi dedans. Et monsieur le maire a tenté un sursis avec un soi-disant dossier de retournement. Et en fait, le retournement, il n'y en avait pas. Ce qu'il faut signaler, c'est que ça avait été dit 4 ans avant par le cabinet RS. Il fallait une salle de découpe pour que l'abattoir survive. Et une salle de découpe, ça coûtait 400 000 euros. Bon, il fallait investir. Mais les gens qui avaient investi déjà dans un truc en perte, ils n'allaient pas investir. C'est ce qu'ils n'ont jamais voulu comprendre. Alors que sans ça, le bilan ne bouclait pas. Donc c'était connu qu'il fallait non seulement créer cette CEMOP, mais lié à un investissement. Et le consultant le disait, mais personne ne l'a écouté. On a créé, et résultat, on s'est cassé la gueule, et maintenant, il y avait 100 emplois directs, mais je suppose que les éleveurs se sont organisés autrement. Ils vont à Thiviers maintenant, entre autres. Ou à Chalais, à Barbezieux. Oui, ou à côté, là. À Bergerac, Aimé aussi. Sachant que le bien-être animal supposait qu'il y ait un trajet maximal. Bon, passons sur tous ces sujets. Voilà. Très bien. Alors, investissement inutile, donc, parfois ça aurait été le cas. Oui... c'est souvent, là c'est pas spécialement notre commune, mais il y a des communes voisines comme Trélissac qui a été connue, ce fameux maire qui vient de quitter là, qui est resté pendant des années, des décennies même, et qui a construit une médiathèque, une mairie neuve, alors qu'il à 5 km, même pas à 2 km, il y a la médiathèque de Périgueux quand même qui, voilà. Je pense aussi à toutes ces petites piscines qu'on a.
On a beaucoup de petites piscines, mais aucune olympique. C'est tout. Non. Il y en a qui ne sont pas couvertes. Je pense à ces salles des fêtes. Il y a des magnifiques salles des fêtes qui ont été construites dans des petits villages, qui sont ouvertes 1 ou 2 fois par an pour une cérémonie, c'est tout. Mais ils ont une salle des fêtes. Comment ? Ils ont une salle des fêtes. Eh oui. Oui, mais parfois j'ai assisté à des brocantes sous la pluie dehors et ils n'ont pas ouvert la salle pour protéger les gens. Non, tout ça, c'est une gabegie. On dit que la France vit au-dessus de ses moyens. Ben, c'est un exemple flagrant. Bon, Voilà. on continue après ça. Donc, mais justement, les associations, parce que les salles des fêtes servent souvent aux associations qui utilisent pour organiser un loto, un repas dansant, une kermesse. Vous allez loin, là. Vous voulez absolument chatouiller des dossiers chauds. Mais chatouillons. Ben, je vais un petit peu vous l'expliquer. Dans un budget de 5 millions d'euros pour la mairie, les subventions aux associations représentent 140 000 euros. C'est quand même pas rien. Il s'agit souvent, normalement, d'une délégation de service public, comme je vous l'ai expliqué. Ça suppose donc que l'association remplit un objectif qui pourrait satisfaire à celui de la mairie, qui dépasse ses simples membres. Curieusement, d'ailleurs, on note souvent que, je vous l'ai dit aussi, au lieu d'une association à Ribérac, on en a 3. Hein, les commerçants, les soutiens aux pauvres, etc. Bon, mais c'est pas tout. Donc, parfois, il y a 3 subventions, plus faibles, mais c'est pas tout, quoi. Dans son principe, une association doit avoir aussi une comptabilité. Logique. Et quand on s'est aperçu au bout d'un moment qu'un club de sport qui avait une association, une subvention monumentale, n'avait toujours pas de comptable. Bon. Et la subvention n'est pas un droit. C'est une faveur accordée sur l'argent public pour réaliser un projet particulier qui dépasserait ses moyens. Voilà. D'ailleurs, dans le ministère où j'étais pendant 10 ans au ministère de l'Industrie, on accordait des subventions et tous les ans, d'abord il y avait un dossier très sérieux et il fallait des comptables derrière, mais on évitait ce qu'on appelait l'effet d'abonnement. C'est-à-dire que tous les ans, on avait beaucoup de candidats, mais on évitait que ce soit tous les ans les mêmes qui touchent. On faisait des rotations et on examinait les projets Alors ici, beaucoup considèrent que c'est un droit à l'association, alors que c'est souvent la preuve qu'avec leurs seuls adhérents, ils n'arriveraient pas à survivre. Bien sûr que non. Voilà. C'est pas possible. Alors, donc, normalement, il faut présenter un dossier transparent. Ah ben oui. Et alors c'est l'adjoint aux finances qui était censé vérifier tout ça. Nous, lorsque la commission se réunissait tous les ans, eh bien, on voyait l'expert comptable là, qui était adjoint aux finances, quand on lui posait des questions, il soulevait un coin du papier, il nous a jamais communiqué le moindre élément détaillé. Alors, il y a quand même et je rappelle aussi qu'une association, loi de 1901, oui. c'est un organisme à but non lucratif. Ça, les gens l'oublient aussi, parce qu'il y a interdiction de se constituer ce qu'ils appellent des trésors de guerre. Il y en a qui comme ils ne donnent pas toute la comptabilité, si on regarde les réserves, il y en a qui ont 20, 30 000 euros de réserve et qui continuent à demander au titre de l'abonnement. Hein. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a surtout un point que j'ai soulevé moi-même et que j'ai pu obtenir satisfaction. Les associations recevant plus de 23 000 euros de subventions doivent publier l'intégralité de leur dossier sur leur site et à la mairie. Et c'est comme ça qu'il y en avait 4. Suite à ma demande, on a réussi à avoir tout le dossier complet.